Alors la permaculture. La permaculture, c'est bien d'être assis pour la définir déjà. Et je vais donner une définition que j'aime bien. C'est un aménagement consciencieux du paysage qui imite les modèles trouvés dans la nature pour produire en abondance des fibres, de l'énergie et de la nourriture pour combler les besoins locaux. Et pour moi, c'est vraiment, on reprend le monde tel qu'il est. D'ailleurs, on ne le reprend pas, hein, on fait un peu table rase quelque part et on repasse tout ce dont on a besoin, tous nos besoins à travers un filtre éthique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut vivre sur cette planète sans affecter l'environnement et sans se détruire nous-mêmes. Et pour moi, ça c'est important. Ça va être valable autant au niveau de la production de nourriture, mais au niveau de comment je vais construire ma maison, comment je vais produire mon énergie, si j'ai besoin d'énergie. Voilà, on a des moyens de le faire sans avoir un impact déraisonnable sur l'environnement. Et puis ce sera aussi au niveau humain, comment on veut vivre ensemble, comment on veut s'organiser. Voilà, ça touchera un peu à tous les domaines d'activité humaine. Alors la permaculture, qu'est-ce que ça représente pour moi? J'y suis venu déjà quand je commençais à me poser pas mal de questions sur le monde, le fonctionnement du monde que je comprenais pas. Et en m'intéressant à divers aspects de l'écologie, je me suis passionné de plus en plus pour tout ce qui tournait autour de l'écologie. En fait, la permaculture a donné une espèce de cohérence à tous les domaines auxquels je m'intéressais, l'éco-construction, l'agriculture bio. Donc c'était un petit peu la toile d'araignée qui fixait tout ça, quoi. Pour moi, c'est un peu la science du bon sens finalement, c'est le retour au bon sens. Alors on a fait un stage de 1 mois, puisque ça fait des années qu'on nous demandait de faire des stages plus longs, avec plus de pratiques. Il y a une forte demande d'avoir énormément de pratiques sur les stages. Ça nous a paru évident, ici on n'avait pas encore fait de stage à la maison. On avait plutôt l'habitude de faire des chantiers participatifs, de faire des gros chantiers participatifs de 2 mois. On s'est dit, on va peut-être marier les deux, parce que moi j'ai envie de relocaliser mon activité professionnelle. Ça prend du sens avec notre mode de vie et puis avec l'éthique qui nous importe tant. Et donc l'idée c'était de donner ce côté théorique qu'on trouve inspirant de la permaculture. Et qu'est-ce que je fais avec mes mains? Comment ça se passe concrètement quand on met ces choses-là en pratique? Et pour moi c'est important qu'on redécouvre le plaisir au travail, le plaisir de toucher un peu à tout. Et donc c'est un peu ça aussi qu'on avait envie de transmettre. Je pense que le stage est une bonne introduction pour avoir un petit peu tous les domaines de la permaculture. On va commencer par l'introduction de ce qu'est la permaculture, d'où ça vient, les éthiques de base, les principes, et puis rentrer dans la méthodologie de design, qui est le cœur de la permaculture. Et puis ensuite balayer le sol, l'eau, la forêt, l'arbre, les animaux, les structures invisibles, les aspects légaux, installations agricoles, etc. L'éco-construction, les permacultures humaines, donc les outils d'organisation collective, communication non violente. Donc voilà, c'est très varié. Que dans les 10 premiers centimètres du sol, il y a à peu près 90% des espèces sur Terre. Et on estime qu'on connaît à peine 10% de la vie qu'il y a dans le sol. Pour les agriculteurs, le sol c'est un milieu inerte dans lequel on fait pousser des plantes. Pour la texture de votre sol, là a priori on a un bon sol qui est grumeleux et qui ne veut pas s'agglomérer. Vous voyez, il floccule rapidement. Donc là on a un complexe argilo-humique intéressant, du couscous. Si vous avez un sol particulier chez vous et vous voulez savoir quelles sont ses pathologies ou ses caractéristiques, vous allez chercher une dominance de plantes. Donc là par exemple, si moi je regarde ici, on va avoir en plantes sauvages, pas les plantes cultivées. On va avoir du lierre terrestre, je vois du mouron des oiseaux. Le lierre terrestre et le mouron des oiseaux, c'est des sols équilibrés. Donc c'est plutôt bon signe. Vraiment le sol il réagit à l'impact qu'on a dessus et ça c'est très clair. Vous prenez un tracteur, vous roulez à travers champs. L'année d'après, sur toutes les roues des tracteurs, là où le tracteur est passé, vous avez du rumex.
ou du plantain. Des plantes qui sont bio-indicatrices d'un sol tassé et atrophié. C'est-à-dire où il n'y a plus d'oxygène qui rentre dedans. Les matériaux idéaux, ce serait de la paille ou de la matière brune, de la matière verte, donc des tontes de pelouse par exemple, et la dernière épaisseur, la dernière couche, ce serait crottin de cheval, de la bouse de vache, et du coup vous faites une couche de chaque, voilà, 10-15 cm de chaque couche, qu'on empile jusqu'à faire 1 mètre cube. Ce qui est important, c'est de partir d'une bonne base. Et ça a l'air de rien, mais c'est comme tout, faut le faire bien, quoi. Essayez de le faire carré plutôt que de partir tout de suite en pyramide. Donc de bien étaler vos couches, et quand vous remettez la couche suivante, vous la mettez jusqu'au bord. Là, ça va bien chauffer. Là. Les murs, quand on ne trouve plus les morceaux de plantes, et là vous voyez la vie qu'il y a dedans, ça grouille. Hein. Ouais, il y a un taquet de vers de terre. C'est fou, hein. Déjà il est mûr, mais il est encore frais. Tous les vers qu'il y a dedans là. Les vers de terre ils viennent ah bah du sol hein. Du sol, c'est ça. Ils migrent du sol vers le compost. Alors on a proposé un atelier butte, une butte sandwich. Alors comment ça se construit? En fait, il faut creuser un rectangle par exemple de 30 cm de profondeur, 1,20 m de large pour pouvoir accéder bien des deux côtés. On remplit de bois, on essaye de diamètre inférieur à 7 cm. Des bouts de bois, des sections de 30-40 cm. On essaye de combler les trous avec du BRF ou d'autres matières pour pas qu'il y ait trop de trous d'air dedans. On va venir recouvrir ce tas de bois des mottes d'herbe qu'on aura mis de côté. Ensuite, on recouvre de fumier si on en a, ou de matière bien verte azotée. Et puis par-dessus, on va venir remettre la terre qu'on a décaissé du coup, en essayant de respecter les couches. Et dans cette couche de terre, on va venir insérer des bouteilles et on vient les enfoncer dans la terre, à peu près espacées de tous les 30-40 cm. On sème directement ou on plante directement dans la terre et ensuite on vient ajouter un paillis final. Alors, les arbres. On va faire un petit brainstorming hein, sur à quoi nous servent les arbres. À respirer. Oxygéner. À nous protéger. Ils cassent la roche-mère. Un carillon. Donc bois d'œuvre. À manger. Ils font pleuvoir. Ils abritent beaucoup Ils font de l'ombre. zones. Ils permettent aux oiseaux de nidifier. Empêche l'érosion. Donc ils protègent les sols, on produit des champignons. Des fruits. Ouais, des fruits. De la fertilité, on va dire. Alors, divertissement, je crois qu'on peut le mettre. Accrocher une balançoire. Bon, c'est déjà pas mal, hein. La multiplication des végétaux. Pour avoir des fruits, c'est souvent plus rapide de procéder par multiplication des arbres ou des petits fruitiers, par greffage ou par bouturage. C'est un des avantages de la greffe. C'est donc la mise à fruit plus rapide, au lieu d'attendre que l'arbre pousse de sa graine. Et pour la pomme, ça peut mettre 7-8 ans à donner des fruits. Avec un arbre greffé sur un porte-greffe plus petit, ça peut durer 2-3 ans.
Là, c'est bien, ça va le faire ça. Il vaut plus revenir. Il faut essayer de faire assez fin. C'est un peu trop au centre, au-dessus du centre, j'essaye. Ah, il faut être au-dessus du fond. Ouais. Tu prends comme repère et tu reviens un petit peu, tu vois, genre à 2 tiers. La greffe à l'écusson. Donc là, c'est uniquement venir inciser un porte-greffe, faire une incision en T et venir écarter délicatement l'écorce pour pouvoir dégager le cambium et insérer un bourgeon de la variété qu'on veut multiplier. Donc on va essayer d'aller jusqu'au bout. Ah, ça me paraît bien ça. nous a préparé De grandes culottes. T'as de quoi les gâturer alors. Ouais. Ça remplace le massif. remplace Là en fait avec cette technique là, c'est argile plus un tissu, ça fait les deux en fait. Tac. Et donc on vient remettre colmaté avec de l'argile. bien sur le dessus là aussi pour ce qu'on a coupé. Et on essaie de ne pas recouvrir les bourgeons. Donc là par exemple on a une pousse qui va vers l'intérieur de l'arbre. Elle va venir occulter la lumière et empêcher l'air de bien circuler dans l'arbre. Je vais plutôt, si je dois prélever une pousse, je vais la prélever là. Puis on va lui faire une bouture avec celle-là, la pousse de l'année. Celle-là tu vas prendre, oui, celle qui part sur le côté. Donc celle-là. Ouais, celle-là tu peux la prendre. Là on a été récolter de la lavande, de l'éléagnus, parce que ça j'ai encore jamais réussi à le bouturer. Donc cette année on va se donner un maximum de chance. On essaye à une période différente. Comme on est en août, peut-être comme ça c'est aoûté, ça marchera mieux en août qu'en septembre. C'est aoûté, ça veut dire Aoûté ça veut dire boisé. Par exemple tu as des plantes comme la verveine, où tu as une partie verte, qui est la pousse récente, et la partie boisée, la partie aoûtée. Et j'ai une bouture, alors je vais lui en enlever encore une, et même à la limite. Et pourquoi j'ai pas compris, pourquoi tu la coupes cette ligne? Pour vraiment réduire la surface d'évaporation. Alors là on prépare l'eau de sureau. L'eau de sol. Les hormones de bouturage qui vont servir à la pépinière là-bas. Il faut mélanger le sable à la terre. Alors attends, comme tu sais, je t'avais montré comment on les prend. Tu mets comme ça, tu enfonces. Et voilà, jusqu'au godet. Jusqu'à la garde, on va dire. Chercher une étiquette. Et du kiwi, il y en a un peu partout là. Vous en est bien au niveau des boutures? Ça, est-ce qu'on a marqué la clocharde? Je crois que ça n'a pas été marqué la clocharde. C'est celle qu'on a comme dans On a vu comment garder le plus possible l'eau dans un système entre guillemets permacole. Donc c'était des petits, comment dire, des petits paysages faits avec de la terre. Et donc le but de l'exercice c'était designer le terrain dans le but de garder le plus possible l'eau. Voilà, combien de temps l'eau allait rester sur ce terrain. Donc c'était assez sympa, on était divisé par groupe de 4 il me semble, si je me souviens bien. Qu'est-ce que tu mets là? Du compost. C'est de l'humus. Très bien, qui absorbe l'humus, qui absorbe L'eau. Il y aura du monde là-dedans.
Et donc il fallait, une fois que Pascal faisait pleuvoir sur le terrain, que l'eau reste le maximum possible sur ce terrain-là. Scène numéro 1. 1. 2. Ah ça y est, c'est sorti sur la bâche. Ouais, c'est moi qui l'ai mis. 3. Magnifique, le trop plein là. Ah, c'est sexy le petit pot, le petit pot. Ça sort de là. Et ça c'est un bon exercice parce qu'on voit que plutôt que de laisser partir l'eau comme ça, une ressource qui est très importante, ben voilà, là on la garde le plus longtemps possible et elle nous sert quoi, elle nous sert. Pendant le stage, on a pu voir donc un autre pan de la permaculture qui est la vie en communauté, en groupe. Et donc on a pu voir les différents outils d'organisation collective qui peuvent nous aider justement à améliorer la vie à plusieurs. Notamment le mandala holistique, qui est un outil qui permet dans un projet de groupe de mettre en relation les éthiques de chacun pour aller dans une même direction. On a vu aussi le consensus, qui est un outil de prise de décision. L'avantage du consensus, c'est que rien n'est incompatible avec le consensus. On peut décider au consensus de voter. Et vous verrez qu'on y recourt parfois quand on est bloqué, qu'on n'arrive pas à atteindre un consensus. On se dit, bon, le sujet n'est pas suffisamment grave pour qu'on ait besoin d'avoir l'accord de tout le monde. Et l'accord de tout le monde va être sur le fait qu'on décide de voter. C'est l'intérêt du consensus aussi, c'est sa compatibilité avec tous les autres modes de fonctionnement. D'ailleurs, le consensus, on l'a utilisé pour créer nos différents groupes de travail pour le design. Et ça n'a pas été une mince affaire, hein, ça nous a pris quelques réunions. Par contre, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que c'est pas une décision qui est gagnée et que si vous voulez pas perdre trop de temps, il va falloir y mettre un peu du vôtre. Et pour y mettre un peu du sien, il faut être discipliné, il faut être à l'écoute. Un design, ça sert à partir sur un terrain vierge ou sur un lieu qu'on souhaite investir ou qu'un client souhaite investir. Le designer en permaculture va réaliser un plan, une conception qui prend en compte tous les principes de la permaculture en fonction évidemment des attentes et des besoins de la personne et du lieu et de ses différents paramètres. C'est agréable. Là, on est là parce qu'on a été embauché pour faire le design d'un de nos clients. Donc là on va sur le terrain, le deuxième terrain, donc la 401, on a fait une observation sur la 410. On se dirige actuellement vers la 401, hein, donc j'encadre un peu les élèves qui sont là. Je suis chargé de leur montrer la qualité du terrain en fonction du bruit des arbres et tout le reste. Il est où Hugo? Il est là, faut qu'il goûte la terre, donc on va goûter la terre aussi tout à l'heure. Ça passe par un temps, une présence sur le lieu pour se rendre compte du lieu et évaluer ses potentiels, évaluer ses qualités, ses défauts, la qualité de ses bordures, ses ressources. T'as la forêt ici. Oui. Et puis après donc le petit raccord là, voilà. La grande haie qui vient jusqu'à l'arbre là. Cette parcelle-là, c'est la parcelle. Voilà, là on est tout au bout, le chemin est juste derrière les fougères qu'il y a là derrière toi. Les hautes plantes, c'est ça en fait, c'est ce terrain-là. Pardon? Les oiseaux, les biches. Donc on peut faire une approche eau, une approche faune et flore, enfin, une thème eau, un groupe faune et flore. Et en fonction des besoins des personnes qui vont vivre sur ce lieu, on réalise, avec tout ce qu'on a appris, on réalise donc ce design en permaculture. Donc commencer peut-être avec des animaux de base, parce qu'on va pas réinventer le truc complètement de rien. Donc on part sur chèvre, canard et poule. Donc ici, le terrain constructible, il est là. Non, là, C'est celui-ci là. Ah, là, c'est là, ouais. Ce terrain là, non? Ça ressemble là. Ouais, ça ressemble, ouais, c'est ça. C'est la ligne. On abandonne l'idée de la mare, hein. Ici, là, c'est ça. Ah, il est où le verger potager? Ok, c'est sûr.
comme on le répète depuis le début du stage, ce qui compte, c'est pas forcément le résultat, c'est aussi le processus. Donc on a décidé de présenter le design avec la suite logique des idées qui nous sont apparues, en gros pour que vous compreniez d'où on est parti et où on est arrivé. On a notre ami qui est ici, Violet, placé là à côté de ses céréales. Tranquillement, on a Geoffroy ici et le sociopathe qui est loin là-bas avec sa vie. On se disait que là, si on commençait à enclaver cette parcelle au milieu de notre champ, ça pouvait créer un mauvais effet finalement en termes d'intégration. Ici on a mis aussi quelques ruches sur ce terrain-là, comme c'est un petit peu plus tranquille ici. Et sur ce terrain-là, on avait imaginé la pépinière avec une grande serre bioclimatique pour tout le bouturage. On a mis un pigeonnier ici aussi. Les chèvres, c'est pas compatible avec énormément de choses, donc on a simplement mis une étable, des petits arbres qui sont capri-compatibles, donc compatibles avec les chèvres. Donc c'est des mûriers, des acacias, des sureaux. Ici on a un système de phytoépuration qui est alimenté par la maison et qui elle vient se déverser à nouveau dans la mare. Et la mare, il y a un système de trop-plein qui vient alimenter la vessière pour irriguer aux différents points. Voilà. Et en fait l'idée aussi, on a fermé ici aussi en fait la clôture ici. Et au niveau du potager, c'est qu'en fait les poules elles puissent se balader partout. Alors je propose de remettre les certificats à ceux qui l'ont mérité dans l'ordre des notes attribuées. Ouais. Dans l'ordre croissant, évidemment. Mademoiselle Melin Vladis. Monsieur Benoît Nico. Bravo Nico. Bravo Nico. Monsieur Martino. Jackie. C'est moi. Et enfin, Monsieur Castiglione, Julien. Bravo. Vous avez deux, le majeur de promo. Le majeur de la promo. Ah, mais j'espère qu'on entendra parler de vous en tout cas. J'ai été mené à la permaculture via un email désespéré que j'ai balancé comme une bouteille à la mer à un type sur internet, je connaissais même pas. La fameuse personne à qui j'ai envoyé ce mail désespéré, en fait c'était Pascal. On s'est re-rencontrés pour la première fois donc au Permafest et il m'a dit ouais, je fais un chantier à la maison, chantier participatif. Moi j'ai dit ah ouais moi ça va, ça c'est cool, moi je sais bricoler. Donc l'année dernière on avait construit le petit bâtiment qu'on voit peut-être là-bas dans le coin de la caméra et on avait construit la charpente avec le bois du jardin, on a passé du temps à résoudre les petits problèmes qui allaient avec. On s'est bien pris la tête par moments, et puis à d'autres moments on s'est bien pris le corps. Donc l'idée générale c'était d'en faire une salle de cours. Moi ce qui m'attire toujours, c'est toujours la même chose, c'est toujours le côté humain. J'aime bien maintenant, c'est de passer du temps à expliquer que derrière un outil, il y a une personne qui a pensé cet outil pour telle fonction, à utiliser de telle façon. Et on comprend que la scie, elle arrache des petits copeaux de bois. Et puis... Donc voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est de transmettre ça au maximum de monde. Enfin, voilà, c'est que du bonheur, quoi. En fait, on est parti d'une réalisation qu'ils avaient déjà faite. Donc on a mis l'hélice basse, on a structuré les lithos sur le côté pour pouvoir avoir une structure dans laquelle on allait vraiment enfoncer les ballots de paille. Là on est en train de poser des montants pour les bottes de paille. Et on regarde si on les a bien mis de niveau. Et donc là on est content. C'est ironique, hein, on est content parce qu'on a coupé trop court. Donc là on va devoir ajuster un peu comme on peut. Mais bon, sinon en fait c'est pour les montants qui vont permettre d'intercaler les bottes de paille entre les deux. Là il y a quand même un montant ici, un montant là. On s'est ensuite
affairé à rentrer les ballots de paille, évidemment, à placer les ballots de paille, donc à monter les murs, à proprement parler. Non, c'est bon là. Stop, je touche plus. Ouais, stop. Mets-lui des coups en plus. Mets-lui des coups, toi, elle sort. Elle sort trop là. Frotte là-dedans. Frotte là-dedans. Donc là, on a posé une botte de paille. Et pour bien la fixer, on va mettre un litho par-dessus. Donc je vais visser là, d'abord percer des trous et ensuite visser le litho ici pour bien l'enfoncer comme ça, pour bien maintenir la botte de paille. Le fait qu'on allait mettre des menuiseries, des huisseries, etc. Et puis ensuite on a commencé à mettre la première couche d'accroche, qu'on appelle la couche d'accroche, en barbotine de terre argileuse. C'est de la masse. Hein. Alors là, la couche d'accroche, si vous ne l'avez pas encore vue à la télé, eh ben, on prend une poignée de barbotine comme ça. Et le but c'est pas d'enduire le mur, hein, c'est de faire pénétrer sur les 2-3 premiers centimètres de la botte de paille afin de rigidifier le support qui en séchant deviendra dur et ça on pourra l'enduire. Donc le but c'est de faire vraiment pénétrer la barbotine. La couche d'accroche permet ensuite de mettre la couche de corps. Donc là c'est un volume de barbotine pour un volume et demi de sable. Un demi-volume de paille et un demi-volume d'herbe. Des fois, à la place de l'herbe, on met du crottin de cheval ou de la bouse de vache. Mais le crottin de cheval, ce serait des toutes petites fibres qui fermenteraient un peu dans l'enduit. Donc l'idée de la fermentation dans l'enduit, c'est que ça renforce encore l'enduit et ça renforce sa résistance mécanique et sa résistance à l'humidité. Hop, dedans. On ne fait pas les enduits de finition sur une maison en paille avant 1 an, normalement. Ça va craqueler, et ça c'est tout à fait normal, ça va tirer, c'est très épais, donc il y a des forces énormes qui s'exercent dans les enduits. C'est très rare que ça fissure pas, c'est plutôt bon signe que ça fissure. Après on retravaille les grosses fissures, les petites on s'en fout et on fait un enduit de finition. Tu veux voir le mélange qu'on applique? Qui donne ce genre de petites boulettes assez granuleuses que tu viens appliquer sur ta couche d'accroche. Et plaquer et lisser sur ton mur. En même temps, on commençait déjà à mettre en place la végétalisation du toit. Alors là, on prépare un mélange de terre pour mettre sur le toit, directement pour la végétalisation de la toiture. Pour l'instant, c'est de l'eau et de la terre qu'on est en train de creuser ici. C'est de la terre végétale et en fait, c'est normal, c'est pour la végétalisation de la toiture. Donc on prend une terre qui a un peu de vie dedans et ça aidera à faire pousser la végétation dessus. Le truc c'est que tu veux pas que la terre s'érode. Et comme tu as une pente, le risque c'est qu'à la première pluie tout tombe. Voilà, oui, c'est ça. D'où le foin qui va faire un maillage. Quand ça va sécher, ça va être dur comme du béton, comme du terre-paille, c'est un truc hyper dur, c'est incassable. Et, mais du coup avec la pluie, les graines, un peu de terre végétalisée, après on pourra mettre notre sédum dedans. Je suis en train de planter du sédum et j'en plante plein de petits pousses que je vais récupérer là-bas et comme ça va se propager sur le toit.
C'est bien fait, quand même. On a fait 4 bacs. On a choisi de faire des bacs en ferro-ciment. On fait une structure en fer à béton qu'on plie avec, on fait notre forme, la forme qu'on veut pour la cuve. Et on vient plaquer dessus des grillages pour faire vraiment une structure relativement rigide avec des espacements entre chaque fil du grillage qui font pas plus de 1 à 2 cm. Et du coup, on peut venir former, on peut venir maçonner à la main avec un mélange ciment-sable sur les parois pour faire notre forme. Ah, Hugo, t'es bon là? 2, 3. Attention au dos. Hein. On descend tranquille. C'est une technique intéressante. On peut faire vraiment la forme qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Et ça utilise assez peu de ciment par rapport à une cuve avec des parpaings ou quelque chose comme ça. Le principe, c'est d'avoir plusieurs bacs où il y a dedans une roche, de la pouzzolane, donc une roche volcanique poreuse qui abrite toute une population de bactéries parce qu'il y a beaucoup de surface en fait. C'est juste le fait que ce soit poreux, il y a sans doute 10 ou 100 fois plus de surface que si c'était un caillou. Et du coup, il y a une population bactérienne énorme. Et ce qui filtre en fait l'eau, ce qui la purifie, c'est les bactéries, c'est pas les plantes. Et voilà des plantes aquatiques. Les plantes, elles sont juste là, juste pour amener de l'oxygène dans l'eau, donc de l'oxygène de bactéries, et pour aussi, avec le vent, elles bougent et elles oxygènent un peu l'eau aussi. Bon, c'est quand même grâce à elles que ça fonctionne. Donc je suis arrivé dans ce stage avec des petites appréhensions, j'étais pas sûr, j'allais peut-être tomber sur un camp de hippies. Mais en fait il s'est révélé que je suis tombé sur des gens qui avaient plus les pieds sur terre qu'un peu tous les autres gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Par rapport à l'organisation, c'était assez incroyable parce que moi j'ai jamais fait de stage comme celui-là quoi, où on te fait totalement confiance, il n'y a pas de pédagogie de l'échec, c'est que de la pédagogie de la confiance. Moi, quand j'étais petit, on m'a appris avec nos mouilles la nuit. Oh l'eau. Elle est bonne l'eau, elle est bonne. J'en suis arrivé ici tout à fait par hasard, hein. C'est sur le net que j'ai eu connaissance de ce stage, donc je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc voilà, je me suis inscrit, j'ai pris mon billet, je suis arrivé ici. Et vlan, je me suis pris une grosse claque parce que c'était pas du tout juste de l'agriculture biologique, c'est vraiment un tout, c'est aller au-delà même de mes espérances et c'est vraiment, c'est vraiment ce qu'il me fallait en fait. C'est pas méchant ça.